Elle poussa un soupir plus profond, éclata de nouveau en sanglots, appela le jeune homme, le regarda, prit sa main et, de force, l'appuya sur son cœur. Violent et chaste, ce jeune être innocent pensait que les caresses ne posent que sur l'âme. Il lui semblait qu'elle appuyait cette main sur son rêve, sur les hautes vagues de la douleur. Mais Antoine Arnauld, voluptueux et curieux, les doigts glissant sur ce jeune sein, épiait, de son regard rapproché, les yeux qu'il voulait troubler. Et la jeune fille s'arrêta de pleurer, hostile, surprise, comme un être qui entend, qui voit quelque chose qu'il ne savait point. Elle tourna plusieurs fois la tête entre ses cheveux mêlés, âme qui oscille et tente la dénégation. Et bientôt Antoine Arnauld, avide et penché sur elle, vit que le plaisir naissant faisait glisser toutes les lignes de ce visage et tordait doucement la douce bouche enivrée. Alors, ému, reconnaissant, effrayé, généreux et satisfait, il souleva la jeune fille, il dit « Allez-vous-en, je vous en prie, allez-vous-en ». Et comme elle n'avait plus de force et plus de volonté, il la soutenait, la conduisait chez elle, il l'assit, s'agenouilla, lui couvrit les doigts de baisers, lui dit « Adieu, adieu ». Et de bonne heure, le lendemain, il partit sans l'avoir revue. Chapitre 3. Étendu dans le wagon, une de ses mains délicates jetée sur ses cheveux serrés, sur la joue droite de son net et brun visage, Antoine Arnauld voyait au bord de la fenêtre courir les paysages, les vertes têtes touffues de la forêt, et toute cette nature caressait son regard. Le soleil aveuglait. Antoine, les yeux blessés, le contemplait avec amour. « Soleil, pensait-il, c'est toi qui enseignes aux hommes le sentiment de gloire et d'élévation. Tu es le principe de l'or. Tu m'exaltes et me fais rire, de ce rire qu'ont les jongleurs qui rattrapent leurs balles, car tu me défies, mais je te vains. À force d'amour, vois ma chaleur. Mon sang passe dans mes veines, comme des gazelles qui se courbent et se relèvent. Un poète fait dire à la reine Cléopâtre « Mes lèvres retenaient captive la bouche du monde. » Je te tiens ainsi entre mes lèvres. Quand je ne serai plus vivant, tu auras beaucoup perdu, car je goûtais et j'honorais tous tes moyens. Je sais comment en été, au travers des volets de bois et des rideaux de perse lisse, tu extrais d'une chambre froide des mélancolies passionnées et des murmures de roses sèches. Je sais comment tu te poses sur le bord d'un chapeau de jeune fille, comment tu éclaires dans l'azur la poursuite de deux papillons délicats qui se précipitent et tombent avec cette abrupte et rapide violence que dut avoir dans l'espace la chute des titans. Je sais comment tu adoucis la joue de la pêche au verger, comment tu rends limpide le silence. Lorsque je serai mort, tu chercheras en vain le cœur de ton amant, mon cher soleil abandonné, mais moi, je serai une parcelle de ce néant, où entre toutes choses, et ainsi j'accueillerai en moi l'univers expirant. Antoine Arnauld ne goûtait pourtant pas cette hautaine espérance. Le sentiment de sa mort l'affligea. Il détourna ses pensées. Sans doute, le jeune homme eût trouvé triste son retour à Paris dans cette molle semaine de juillet, l'aspect de la ville, les dîners dans le court jardin des restaurants des Champs-Élysées, fermés par la haie des lauriers roses sur le bleu profond du soir. S'il n'avait eu, pour se distraire, le sentiment de sa notoriété
et le plaisir que lui causait la connaissance qu'il fit, chez une amie aimable, d'une jeune femme étrangère. Antoine, familier avec elle au bout de quelques jours, car elle était précieuse et alanguie de littérature, profitait de cette saison déserte pour la voir, la connaître, la garder. Cette jeune femme veuve lui avait plu dès l'abord, dans le salon où elle se tenait, voyante et remuante, près d'une autre jeune personne trop discrète et, semblait-il, attentive à ne penser à rien. En entendant nommer Antoine Arnauld, elle avait ressenti une émotion véritable. Elle se sentait en effet, comme elle le disait, confuse et fière. Étant extrêmement coquette, elle se persuadait qu'un écrivain de talent portait un remarquable intérêt à la grâce des jeunes femmes, à leur toilette, à leur ruse. Voilà, pensait-elle, mon spectateur. Et Antoine Arnauld, que le sérieux frivole de ce jeune être amusait, se pliait sans difficulté à sa légère autorité, à toute sa gracieuse tempête. Dans les restaurants retirés où il l'emmenait le soir, et tandis qu'il observait la douce harmonie de son visage, de sa robe, de ses colliers, il riait de l'entendre raconter sa vie avec une voix ardente et emportée, où l'on ne distinguait point si elle essayait d'établir la dignité de son existence solitaire ou l'évidence de ses tendres succès. Cette nerveuse créole avait dans le cercle de ses relations une place favorisée. On attribuait au climat de son île natale ses plaisants emportements, et on lui tenait compte d'un deuil conjugal qu'avec une facilité d'émotions multiples elle déplorait encore sincèrement. Antoine Arnauld s'amusait de voir le sang animal et sauvage affleurer sans cesse à cette fragile peau. Il riait avec un peu d'impertinence des raisonnements de la jeune femme, de ses exigences, de ses plaintes et de ses bouderies, mais pourtant s'émouvait jusqu'à la méditation quand il l'entendait souffrir, comme le jour où, le visage percé de douleur et la voix « Quand je serai moins jolie, je ne pourrai plus aimer que les hommes qui m'aimeront, et je préfère ceux qui ne font que me désirer. » Au bout de 10 jours d'empressement, de flânerie, de chauds et adroits soupirs, Antoine Arnauld retint entre ses bras cette jeune femme folle et chancelante. Il riait avec un âpre plaisir de la voir secouer de tendre rage, étirer de ses 2 doigts vifs sa bouche passionnée, et ressemblait ainsi à un pâtre de Sicile qui, renversé, chanterait encore dans ses pipeaux. Elle dominait le jeune homme. Ironique, Antoine contemplait en lui-même l'importance qu'il accordait en ce moment à ses aimables ébats, à la volonté et à l'humeur de sa maîtresse. C'est, pensait-il, que cette jeune femme nourrit mon imagination. Ses propres moyens sont faibles, mais je les transpose. Et le soir, quand elle n'est que fatiguée, et qu'elle bâille à la fenêtre, je crois la voir soupirer comme Donna Sol devant l'oppressant silence de la nuit romantique. D'ailleurs, il essayait sur elle son caractère. Il aiguisait son amertume, sa tristesse, il jouissait de la vanité un peu gonflée de son amie, et,
alors de considérer sa faiblesse. Il la regardait aller et venir, petite reine et petite esclave, qui exige la déférence pour son orgueil et supporte la honte pour son plaisir. Les femmes, songeait-il, quand il cédait à ses volontés et qu'elles en triomphaient trop vite, les femmes sont des colombes attachées avec un long ruban. Elles se croient libres parce qu'elles n'ont pas été au bout du fil qui les tient. Il n'était pas sûr qu'elle lui dît la vérité. Lorsqu'il la questionnait sur son jeune passé, elle affirmait qu'Antoine était son premier amant, mais d'autres fois elle souriait et répondait avec hésitation, cherchant instinctivement à troubler davantage, à satisfaire davantage. Et Antoine Arnauld, par ce mois d'été, savourait cette maîtresse charmante avec un plaisir aigu et bien réglé, ainsi qu'il goûtait son sorbet à 5 heures et le déploiement d'un store d'osier vert devant le soleil. Par moments, pour délivrer sa renaissante mélancolie, il instruisait la jeune femme dans l'art de ne point jouir du présent. Au restaurant, le soir, dans l'atmosphère lasse et langoureuse, cependant qu'elle exigeait du garçon qui les servait l'intelligence la plus rapide et beaucoup d'égards. « Voyez, lui disait-il, mon ami, comme ce moment n'est point parfaitement agréable. Je n'y jouis ni de vous, ni de cette douce nuit. Je pense au passé, à l'avenir. Ce feuillage, ces graviers, ce silence, ces laiteuses lumières, cet infini me font songer à une pareille soirée que je ne goûtais pas davantage il y a une année. Et maintenant, cette soirée morte m'enivre, m'éblouit divinement, tandis que vous m'êtes à peine un léger vert luisant qui éclaire le gazon du soir. Pourquoi aucun spectacle n'est-il identique à soi-même, mais identique aux instants disparus? Ce jardin de cabaret, tel que vous le voyez, me rappelle encore une nuit de Constantinople, où le firmament avait cette couleur, où l'on entendait une flûte semblable à cette flûte, où une jeune danseuse de Stamboul avait comme vous un collier d'or rond et des mains qui paraissaient brûler. Ah, mon ami, ajoutait-il, comme je vous aimerais dans un an, quand, auprès d'une autre jeune femme, je regretterais sans doute ce moment-ci et ma jeunesse antérieure. La jeune femme, ainsi attristée obscurément, cherchait dans son sac de soie un petit miroir, contemplait son visage. La richesse de son cou doré assurait ses bracelets à son poignet, essayait de se sentir contre ce vent de destruction belle et doucement armée. Et Antoine la ramenait chez elle, montait avec elle dans sa douce et chaude maison feutrée, et, sur un lit près duquel mouraient des roses, la pressait contre lui avec des larmes de solitude, froissait et frappait cette âme comme si elle eût été la petite porte d'or du royaume du monde où il lui fallait entrer. Ayant relu un soir quelques pages d'Hernani et ces lignes où l'empereur s'écrie « Éteins-toi, cœur jeune et plein de flammes, laisse régner l'esprit que longtemps tu troublas. Tes amours désormais, tes maîtresses, hélas, c'est l'Allemagne, c'est la Flandre, c'est l'Espagne. » Antoine Arnauld ne pensa pas qu'il pût continuer
à vivre oisivement, à s'assoupir, ainsi qu'il le faisait entre les tendres cheveux et les mousselines nuancées de son ami. « Je pars, dit-il à la jeune femme. Je vais aller voir une place nouvelle de la terre, la fraîche et claire Hollande, où je pense fortifier mon âme. Mais je ne saurais me passer de vous, qui êtes ma tulipe jaune et blanche, et le petit moulin que j'aime, au bord de la mer. » La jeune femme accueillit ce projet avec passion et frivolité. Elle décida que son amie l'accompagnerait dans la vive voiture qu'elle avait, qui, rapide comme une source, parcourait joyeusement les routes. Craignant de la compromettre, il n'osait accepter. Mais elle le convainquit qu'étant libre, elle goûterait sans danger, avec beaucoup d'orgueil, le plaisir d'avouer à un jeune amant déjà célèbre. Ils partirent donc. Ils connurent les longues journées désaltérantes, où l'air, en plein visage, est frais et bleu, comme un matin qui s'éveille entre des sapins sur la montagne. Ils connurent la différence des paysages, la force de la verdure, qui ici est vive et là penchée, les détours des rivières et les changements des habitations des hommes. Ils connurent jusqu'à l'ivresse, jusqu'à l'étourdissement, jusqu'au malaise et jusqu'à la fatigue et l'obsession, la route blanche qui se précipite dans un arceau d'azur. Ils s'amusèrent des villes traversées au milieu de l'intérêt et de la bonhomie des paisibles habitants. Ils goûtèrent l'accueil et l'emphase du petit hôtel éveillé où l'on passe la nuit. Hôtel de l'Écu d'Or, hôtel d'Occident, hôtel des rois, hôtel des voyageurs. Ils connurent la mélancolie des repas dans les salles à manger basses et enfermées, décorées aux murs de la tête du cerf ou du sanglier. Et quelquefois Antoine, ému de voir la jeune femme joyeuse, affairée, et toujours vêtue de soie et de ses bijoux, tandis qu'il sentait son cœur descendre dans l'abîme et toucher la mort, l'embrassait avec reconnaissance et lui disait « Vous êtes mon âme ». Quoiqu'elle dirigeât le voyage avec une capricieuse et déraisonnable fantaisie, Antoine exigea qu'on visitât les chemins de la Meuse, les plaines, les vallées, où son pays, plusieurs années avant qu'il fût né, avait connu d'ardentes blessures. Certes, son éducation, sa culture, ses amours des mondes, jetés comme des bras autour de l'univers, sa vision d'un avenir pacifique, lui rendaient hostile un étroit patriotisme, mais ici, cet orgueilleux cherchait à revendiquer, à établir la suprématie de sa race. Dès le départ, ce matin-là, sur les routes qui les conduisaient à Sedan, Antoine s'était isolé. Détaché de son ami, reculé en soi-même, il excitait son imagination. Devant lui, près de lui, les fraîches plaines, les hauts arbres, les haies buissonneuses, dénouées et retombantes, soufflaient la verte odeur de leur énergique vie, et, tout couvert de cet émouvant paysage, Antoine Arnauld, avec ferveur, s'adressait à sa patrie. « Vous n'êtes point, ô mon amour, lui disait-il, le seul beau pays de la terre, mais vous êtes le seul qui me soit parfaitement agréable. Vous possédant naturellement, je ne puis choisir que vous. Vos collines, vos arbres, vos prairies, les lignes de vos herbes et de vos eaux ont une volonté secrète qui compose votre unité, votre forme, l'expression de votre visage et qui compose aussi mon être. Les petits sapins de Germanie, bien rangés sur leur route nette, ne peuvent pas me servir à écrire sur l'espace votre nom et le mien, tandis que
Les joncs élancés de l'Isère, les pins de l'Estérel, les sables amollis du Rhône annoncent également au monde notre sensibilité. Ah, que j'aime mon cœur et votre gloire, pensait encore Antoine Arnauld, tandis que les yeux fixés sur l'histoire de son pays, il établissait dans l'azur l'arche idéale qui va des premiers jours de France à la Révolution, à l'Empire. Oui, songeait-il, je vais te quitter encore, je vais visiter d'autres lieux que j'ai aimés, que j'aimerais, mais, étranger, au bord des eaux douces d'Asie où passent en barques aiguës des jeunes femmes voilées, étranger, sur les douces collines de Fiesole, avec quelle ardeur ne retrouverais-je pas mon pays, avec quelle impatience ne lui criais-je pas, dès avant les frontières, viens, accours, j'accours, ô ma terre, ton soleil m'enivre et tes brouillards, tes buées ne me font pas peur, tu n'es pas perfide. Tes aulnes frais, tes aubépiniers aux branches étendues et les hautes mauves de tes vergers, voilà mon naturel été. Désaltère-moi, berce-moi, vois comme les roses de Pise ont mis de brûlures sur mon cœur. Cependant, la jeune compagne d'Antoine, inattentive au visage de son ami, retenait autour d'elle un manteau de soie gonflé que le vent de la course lui arrachait vivement, regardait avec sévérité la poussière de la route, se sentait froissée par l'odeur des étables ou des sèches betteraves, enfin souffrait aimablement. Un chant de clairon éclata soudain, musique invisible partie, semblait-il, du flanc d'une colline pierreuse, et bientôt, sous le jaune soleil apparut, aride et brûlée, la petite ville de Sedan. Antoine eut le cœur pressé. La voilà, pensait-il, la ville offensée, celle dont le nom n'est point joyeux, et déjà, dans mon enfance légère, me frappait par sa sonorité mate et brisée. C'est vous, Sedan. Ah, que j'étais allègre et libre, et voici que dans vos rues, je porte sur mes épaules comme un poids étouffant la victoire étrangère. Antoine Arnauld regardait les rues chaudes, paisibles, les maisons en pierre jaune, les unes humbles et vieillies, et d'autres dans de petits jardins à l'écart, lourdes et ornées de balcons arrondis, d'épaisses et rudes sculptures. Ah, soupirait-il, je ne pense pas qu'on soit heureux ici, comme on étouffe, oui, comme on étouffe, continuait-il tandis que la jeune femme, l'ayant entraîné dans la triste salle à manger de l'hôtel, commandait le repas avec la minutie d'une personne délicate qui ne veut pas prévoir le précaire et la privation provinciale. Certes, la vie dans cette petite ville armée doit être comme par toute la terre, et selon les heures du jour, puérile, affairée, modique, voluptueuse, mais peut-on y connaître la légère ivresse, l'insolente insouciance? L'adolescent qui remporte un prix, le jeune homme qui presse les doigts de la jeune fille qu'il a choisie, tous ceux enfin qui montent à la vie, qui courent vers le laurier empli d'azur, ne se sentent-ils point soudain oppressés? Ah, doivent-ils dire en portant les mains à leurs tempes, qu'y a-t-il encore? Qu'est-ce qui me retient et m'appelle? Quelle affaire d'honneur qui n'est point réglée? Nulle philosophie ne prévaut contre ma tristesse. La vengeance du Cid ne laisse plus de repos à mon cœur. Ces pensées qui surprenaient Antoine Arnauld, qui étaient pour lui nouvelles, car il avait le goût d'établir, quand il faisait des vers, que son âme était de l'éternel azur et du milieu du monde. Ces pensées l'occupèrent,
s'accrurent encore pendant la promenade, lorsqu'il aperçut au croisement de deux routes brûlantes la maison blessée de Bazeilles. Fraîche, petite et pauvre, maintenant apaisée, elle est là, percée de balles, qui font dans ses murs, son plafond, ses volets, les battants de son buffet ciré, de petits tunnels nets et obliques, où entre des deux côtés la lumière. Un ancien soldat qui vieillit là raconte toute l'histoire qu'Antoine connaît bien, mais il l'écoute. Gagné par la colère, le défi, et pourtant étreint d'universelle pitié, il pense à la guerre misérable, à cet ouragan où la pierre, le fer, les murs et les maisons ne sont point solides, où c'est l'homme qui fait le plus sérieux rempart, l'homme tendre, découvert, dont le cœur est placé faiblement entre les os de la poitrine, mais qui, cassé, saignant, mourant, peut encore haïr, peut encore ôter la vie. Ôter la vie! Antoine Arnauld se sent étourdi d'un vertige qui attaque sa raison. Ôter la vie! Quand l'univers se penche en pleurant sur la douleur, quand le malfaiteur blessé à son tour n'est plus un malfaiteur, mais celui à qui l'on dit « Voici du chloroforme, vous ne sentirez point qu'on extrait une balle de votre plaie ». Quand du criminel qui expie on demande « A-t-il souffert ?» Ôtez la vie quand il n'y a que la vie. Pourtant, reprenait Antoine Arnauld, en regardant sur les murs les pancartes allemandes, les injonctions allemandes, je n'accepte point cela. Je n'accepte pas cet ordre du général ennemi qui établit en France le cours de l'argent étranger. Je n'accepte pas, le soir du 14 septembre en 1870, de ne point me montrer dans la rue, d'éclairer mes fenêtres. Je n'accepte aucun ordre qui ne me vient de moi-même, de ce qui constitue mon unité et ma personne éternelle, je veux dire de mon pays. Hélas, songeait Antoine, qui m'éclairera sur ces deux nécessités de l'être, l'intelligence et la colère? L'intelligence repousse la guerre, elle lui dit « Tu n'es pas seulement haïssable et révoltante, mais tu es puérile, petite, difforme, vois tes folies, ton désordre. Une demi-journée d'héroïsme, quelques heures pendant lesquelles des hommes, guettant, traquant d'autres hommes comme on traque un renard, ont eu les joues chaudes, l'essence aiguë, l'emportement des enfants qui luttent, et les voici morts à 20 ans, dans le cimetière éternel, dans la paix funèbre du frais cyprès, des faibles roses. C'est fini. On ne leur porte point de nouvelles de la bataille, ils ne sauront pas si leur pays est vainqueur, ils sont là. Et l'ennemi aussi est là, et ils reposent ensemble. Sur le champ de bataille, on ramasse les cruels jouets, fusils, clairons et couteaux, cuirasses traversées de balles, casques fendus, tous ces objets faussés, maniés par la guerre comme par la flamme d'un haut incendie. Ô jeunes hommes, dont les os nus, entassés sur la dalle froide, dans les caveaux de Bazeilles, forment une litière de roseaux durs, ne pouviez-vous point espérer de la vie un sort plus tendre? Vous n'avez rien connu, ni les loisirs, ni les beaux songes, ni l'amour, et si vous avez aimé le combat et votre cher héroïsme, hélas, quelle paix chez les morts, comme il fait sombre, et quel silence! Oui, pensait Antoine, que la vie soit sainte et sacrée, qu'elle coule comme un fleuve ardent. Mais voici
cloué au mur, taché debout, faible et froissé, le drapeau de mon pays. Et je meurs si on y touche. Je dis: on ne touche point à moi. On ne met point sa main sur mes yeux et sur ma bouche sans que je me lève et tue. Ô cher honneur, honneur divin. Et Antoine Arnauld chancelait. Et rude, comme un guerrier grisé, comme un chef, vers les proches maisons du bourg, il entraînait son ami. Ah, dans la douleur et la honte, dans le courage et l'héroïsme, dans le parfum des tombeaux, qu'y a-t-il toujours de perfide, de sensuel, d'inavouable? Chapitre 4. Le lendemain, ils reprirent leur glissant voyage et doucement, tandis que la frontière étonnait Antoine et faisait une raie sur son cœur, ils se trouvèrent dans les Flandres. L'air, au milieu d'août, avait l'allègre paix, le bleu vif des matinées d'automne. Ils coururent sur des routes étroites, nettes, bordées de gentils sapins montantes et descendantes, et que, de temps en temps, en deux bonds, un petit lapin traversait. Les villages, les petites villes, où les maisons, abattues sous leurs longs toits violets sans enveloppe, semble-t-il, comme d'une menthe prudente, les charmaient par la douce construction épaisse et blanche, par le soin donné aux aimables fenêtres, voilées comme un visage de nonne, par le secret des minimes jardins enclos dans la demeure, massif de géranium qui fleurit entre des dalles de porcelaine auprès d'un fauteuil d'osier. Dans l'antique Furnes, gagnés par la mélancolie mystique, ils pleurèrent l'un sur l'autre, à l'autel de la noble rose, où la jeune femme pensait s'évanouir lorsque le petit carillon de verre, toutes les 10 minutes, jetait du haut du beffroi sa romance. Ils pleurèrent dans la vieille ypre flamande, dure tourterelle que le soleil n'échauffe pas, et Antoine, penché sur son ami, lui disait: « Ô ma Vénus d'Ypres, ici et là, dans tout l'univers et partout, que nous sommes loin du bonheur. » Un soir, se tenant par la main, étrangers silencieux, ils entrèrent dans la Bruges de Charles-Quint. Ils entrèrent un soir d'août plus froid qu'octobre dans cette ville qui ne connaît pas l'été. Au travers de l'obscure nuit commençante, on devinait l'eau glacée, le désert des rues, la masse des hauts monuments, les 2 maisons de bois, le cygne, le saule solitaire et penché. Antoine sentait passer sur ses lèvres et dans son cœur la paix unique, le silence dévotieux de cette royale béguine. Témoin du monde, forte et dorée, épousée tour à tour par le flamand, le frison, l'espagnol et le franc, étagée et crénelée, si fière, si parée de dentelles qu'elle fit souffrir la jalouse reine de Navarre, la voici maintenant muette chasse méditative, hospice de paix et d'or, silence dans le silence, automne, où l'air vif ne pousse devant soi que des ombres. Impatient de la presser à son tour sur son cœur dès l'aube, le lendemain, sans éveiller sa compagne, Antoine quitta le paisible hôtel. Dans la rue, sous les nuages mobiles, la vie commençait. Une vie point visible que révélaient les petites fumées, leurs parfums comestibles. Il se promena longtemps. Tantôt il voyait les tours énormes, si redoutables qu'on s'émeut qu'une race humble vive auprès d'elle, comme un scarabée près du lion. Et tantôt des quartiers bas et pauvres, maisons rangées et pareilles, jaunies sous leurs toits rouges, longues petites étables humaines. Peu à peu, dans la ville, quelques femmes se glissaient, passaient, âmes emmitouflées. Point d'hommes, des femmes.
Antoine les regarde passer. Ah, comme elles sont douces. D'ailleurs, pense-t-il, leur ville pourvoit à la perfection de leur caractère. Le vent sans cesse les contrarie. Cette petite tempête des rues détourne leur patient visage, refoule leurs jupes entre leurs modestes genoux. Je les vois, sur le quai du Rosaire, butés, pliés, malmenés. Comment, sans cette douceur, le supporterait-elle? Il les regardait, l'une là, l'autre là-bas, sèche, légère, dans la noire mante gonflée, emportées comme des feuilles. Il songea. Quelle peine, quels soucis ont-elles donc pour avoir toutes, et à toute heure, cet air de se réfugier dans les églises? Mais non, elles n'ont point de peine, elles courent à l'église doucement, tous les y portent, le vent, le poids de leur âme un peu penchée en avant et enfantine, déserte, gourmande de miel divin. Antoine entre dans les églises où, même de si bonne heure, l'odeur de l'encens est trop forte, incessamment renouvelée et emmêlée, surprenante dans l'église silencieuse où passent une, deux de ces sèches petites femmes noires. Cet encens, cri de sultane, coffret d'amour vers Dieu. Antoine, l'âme enfermée dans un plaisir étroit, se dirige vers le béguinage, petit enclos sur l'eau froide. Féerie dévote, miracle de solitude. Rien, pas une voix, pas un visage. De petites maisons se suivent, forment une ronde, maisons de pierre, maisons de bois, maisons peintes, vitres voilées, portes loquetées, petits Judas obscurs, royaume de sécheresse, de menu labeur et de l'anneau qui rend invisible. Dans ces trop étroites maisons, entre la fenêtre et le mur, on devrait apercevoir la béguine, papillon séché contre le verre. Mais où sont-elles? Si prudentes, si discrètes qu'évanouies? Par instants, pourtant, le linge blanc d'une coiffe effleure la vitre. Béguine trop retirée, qui ne laissez pas même derrière vous, comme la douce Vierge de Memling, une petite porte ouverte sur la prairie. Et Antoine Arnauld pense, elles ont le bonheur, elles sont là, durcies dans leur confort mystique, leur petite âme de pierre a éteint leur corps, chez elles nulle ardeur, petite cuisinière de Dieu, bonne de Marthe, qui fut la bonne de Marie, leur armoire et leur oratoire, leur tasse en porcelaine de Hollande, et leur chapelet tintant prennent autant de leurs soins. Elles brodent, font le ménage, reçoivent leur famille, se cachent. Ah, quand même elles auraient 20 ans, qui voudrait goûter à leur âme, qui voudrait toucher et distraire ces cœurs dédiés à sainte Codelièvre, à saint Valère, à saint Odilon? Petite lépreuse, murmurait Antoine, qui vivait dans votre blanche léproserie, au son du cliquet de bois. Demoiselle morte, fuseaux secs, hirondelles aux ailes pliées, qu'aviez-vous à vous faire béguine? À vous retirer encore davantage? Ne voyez-vous point que le béguinage est dans toute votre ville? Vous eussiez été béguine dans la petite mercerie, rue du Cœur-Saint-Gilles, ou bien rue des Corroyeurs Blancs, derrière la vitre de l'épicerie décorative, qui mêle par petits paquets les grains du café clair et du café brun. Vous eussiez été béguine sur le beau marché aux poissons, ou sur le quai de la Main d'Or en regardant les cygnes tremper leur bec noir dans l'eau frisée. Vous eussiez, comme la douce Maria Matenka, la femme du bourgmestre d'Anvers, brodé sagement près de votre fenêtre fleurie, ces dentelles incomparables où, dans le réseau trop fin, s'entassent le muguet et la forêt, la rose et le raisin, la chasse, avec à peine perceptible
le gentilhomme, le cerf, le chien, l'oiseau et le papillon. Petite Béguine, vous eussiez été des Béguines partout, où il n'est point d'amour. Et il n'est pas d'amour dans votre ville. On n'y voit pas de garçons. Et à tous vos petits cœurs de pierre, à vos désirs endormis, à votre charnelle espérance, il suffit de voir rêver, immobile sur les 2 places rouges et noires qui portent leur nom chéri, le jeune homme Memling et maître Jean de Bruges. Antoine Arnauld découvrait peu à peu la futilité du cœur de sa compagne. Quand elle le rejoignait, touriste aimable, toute parée vive et scintillante, elle se jetait sur les tendres chefs-d'œuvre comme sur un bon petit déjeuner. Sans langueur, sans silence, sans humilité, elle portait son regard actif, son choix, son amusement, sa fragile expertise sur des œuvres dont Antoine pensait « Ce sont les fiancées immortelles. Le regard des hommes les ont tant aimées, ont mis tant de soupirs, tant de prières devant elles, que je ne puis en approcher qu'en respirant des âmes, qu'en remuant et en foulant des âmes, et cette petite fille s'élance sans détour avec son chapeau de paille dans la précieuse atmosphère. » Et mécontent d'elle, Antoine l'enlevait à son puéril examen avant qu'elle eût fini son plaisir. Ils se disputèrent souvent. Quand ils arrivèrent en Hollande, « Mon ami, lui dit-il, je vous donne le paysage. Vous le voyez. Voici les plus longues prairies du monde. Que votre regard court sur elles, comme une enfant en jupe courte. Voyez aussi ces innocents moulins, ils tournent, comme les enfants rient, comme les enfants crient, avec une force qui les augmente. La jeune femme, en effet, s'emparait avec amour de la Hollande verte et vernie, jouait solide sur l'espace. Là, de ces petits émerveillements, Antoine dédaignait son ami. Mais par instants, ivre de mélancolie, il la ramenait sur son cœur. « Tu ne peux pas savoir, lui disait-il, comme les voyages blessent mon âme, limitent ma chère puissance. Nos joies seront brèves, ô mon ami, la terre est petite. Quand je le voudrais, j'aurais vu le monde, et un jour, où irons-nous pour goûter encore cette excitation de la surprise dont Edgar Poe a dit « Être étonné, c'est un bonheur ». Mais elle se plaignait qu'il ne voulût point trouver en elle une suffisante distraction. Il répondait, serrant le poignet de la jeune femme, « C'est vrai, ici je n'ai que vous. Vous seul me reflétez et gardez mon image comme le petit étang d'or au pied du château. Mais quel étroit étang que votre cœur! Un cygne y tiendrait à peine. » Elle boudait, se mettait à dormir, lasse de lui, rivée pourtant à ce compagnon qui était son seul semblable dans ce pays du Nord. Et Antoine, content de la dureté de son cœur, parcourait les belles villes, Dordrecht, pathétique, comme une romance sous le feuillage, Harlem, qui tient prisonnier dans son petit musée plus assoupi qu'un dimanche de province, toujours brillants, toujours royaux, les beaux chevaliers de Frans Hals. Rotterdam, joyeuse et goudronnée, si aimable avec sa paisible ardeur marchande, sa statue d'Érasme en courtois professeur sur la place fruitière du marché, ses canaux luisants comme des parquets d'eau, sa belle Meuse étincelante sous les tilleuls de la haie que le brusque vent effeuillait, Antoine pensa mourir de la longueur d'un jour d'orage. Et, devant la mer du Nord, où la jeune femme l'avait entraîné, il regardait avec un mépris d'homme pour la colère animale
cette mer glaciale qui a la couleur et la rage de l'hyène, qui envoie lentement sur la côte sa vague grise, couchée, creusée comme la mort. Amsterdam, dans la claire journée, au milieu de son vent et de son eau, lui apparut innocente, libre et forte, reluisante comme 1000 miroirs. Il aima son éclat neuf et naïf, de cuivre jaune, de faïence, de pierre rose, de vitraux verts. Il aima son antique douceur, ses maisons de briques noires rendues fragiles par un long espace de fenêtres glauques. Le matin, il lui adressait des louanges, des flatteries, il lui disait « Tu es robuste et marine », ruisselante, dorée, salutaire comme le poisson divin que l'ange donna au jeune Tobie. Mais le soir, la ville qu'il aimait se renversait sur son cœur. Il emportait toutes les pierres avec un étouffant malaise. Désolé, n'ayant que faire de sa compagne, il errait. Il appelait l'ombre de Spinoza. Il eût voulu pouvoir entrer la nuit, comme un ami favorisé, dans le profond musée et sangloter, âme amoureuse, sur les mains mortes de Rembrandt. L'énervante jeune femme, devant les pierres de Hogg, note en bas de page, Pierre de Hogg est un artiste, détaillait. « Ah, voyez, s'écriait-elle, la petite bassinoire de cuivre, ses 2 oreillers sur le lit, le chat est dans un carré de soleil, la petite carafe fraîchie sur la fenêtre. » Si fatigué d'elle, Antoine se réjouit de la trouver un matin dans le salon de l'hôtel, coquette et gaie, qui causait avec un ami retrouvé, un jeune Anglais qu'elle avait connu à Paris, qui la regardait avec des yeux éblouis. Enfin, pensa-t-il, qu'un autre porte le poids de ces aimables conversations. Au bout de 2 jours, il fut jaloux. Sans tendresse pour cette femme, sans violent désir, il la voulait voir, isolée, triste et faible dans cet hôtel, misérable comme son cœur à lui, son cœur ennuyé. Qu'elle regarda avec bienveillance le jeune Anglais, c'était dire à Antoine « La gentillesse de ce jeune homme, sa courtoisie, son vif intérêt me plaisent davantage que votre hostilité, votre humeur glacée, votre insolence, votre inconstance. » Et cela, Antoine ne pouvait l'admettre. Il surprit la jeune femme un soir que, toute sérieuse et tout échauffée, elle expliquait sa vie, son caractère, ses aspirations à son nouveau camarade, toujours ébloui. Antoine affecta une telle stupeur à la pensée qu'elle prenait la peine de parler d'elle-même, d'éclaircir quelque chose de sa chétive personnalité, qu'elle s'arrêta, troublée, interdite, anéantie, tandis que son visiteur, confus aussi, s'excusait et se retirait. Elle se laissa ramener à Paris par Antoine, et sur une dernière querelle, ils se quittèrent. Chapitre 5. Il restait à Paris par lassitude, il n'avait pas de désir, il ne voulait rien. Il avait horreur de l'univers, de la vie, qui lui paraissait morne, restreint, éclairé par ce triste jour d'en haut qui tombe de l'étroite vitre du plafond dans les mansardes. Le travail ne le tentait pas, il savait avec quelle force et quelle facilité il travaillait. « Je n'ai pas peur, pensait-il, de la critique pour mes œuvres. La critique dit « Hello !» Il est temps qu'elle admire. Il regrettait seulement son ouvrage fini, qu'il ne fût pas éternel. La durée limitée du papier et la faible intelligence des hommes lui paraissaient un empêchement sérieux à cette dépense d'énergie. « Je ne pourrais être sensible qu'à l'éloge du plus illustre, pensait-il, et le plus illustre est occupé de soi. » Un soir, il passa chez madame Maille. Elle était là, repartant le lendemain pour la campagne,
Il se fit annoncer et entra comme Dame Maille hésitait encore à faire répondre si elle voulait ou non le recevoir. Mais dès qu'elle vit le jeune homme qu'elle avait tant aimé, elle eut ce visage sans résistance, cette bonté résignée qu'Antoine, dans son orgueil, avait prévu. Il s'assit près d'elle comme s'il la revoyait après une longue absence, et que, tout naturellement, leurs attitudes fussent changées. Elle, d'ailleurs, plus timide qu'une fille de 12 ans, restait dans cette humilité qui précède ou suit le droit à l'amour. Mais d'un doux regard brisé, elle étreignait encore cet enfant léger, qui lui semblait si plaisant, si tentant, si savoureux, qu'elle se tenait un peu en arrière pour ne point tomber sur lui en tournoyant, comme la grive lasse dans le champ de blé. Il ne savait que lui dire. Il essayait d'expliquer que l'affection, la profonde entente sont immortelles, mais il sentait bien que le passé et l'amour de cette femme étaient un vêtement devenu trop étroit qu'il ne remettrait pas. Ils se séparèrent, ne s'étant pas fait de bien. Un matin, Antoine Arnauld vit que Paris, tout orné de drapeaux aux couleurs de 2 nations, s'emplissait de bruit, d'allégresse, de décorations, s'échauffait sous le froid d'une journée de novembre. Il se souvint que son pays recevait ce jour-là un hôte royal. Il pensa d'abord éviter cet embarras, cette fête importune. Mais tout au contraire, il se dirigea vers la maison d'un de ses amis avenue du Bois de Boulogne et s'établit au balcon. La large avenue ne donnait plus le sentiment du dehors et du plein air, tant elle était nette, rangée, long tapis spacieux, silencieux, désert, bordé d'une double haie de cavaliers, cerné par la foule respectueuse. On attendait le passage du souverain. Un coup de canon, la musique tumultueuse, et l'on vit avancer, petit point noir et solitaire dans cette avenue qu'encombre d'habitude le va-et-vient national, la voiture officielle. Comprimée par les soldats à cheval, la foule curieuse débordait pourtant, et des cris tendres, un long salut, une clameur uniforme et douce, enlaçaient ce roi en costume éclatant, accueillait cette divinité. Indifférent et appliqué, plus haut que tout ce peuple, il recevait sans délire cet hommage. Par l'avenue, lisse et soignée comme un salon, il entrait dans la capitale auguste, dans la ville dont Antoine Arnauld pensait « Il entre dans ma ville et chez moi ». Du haut de ce balcon, pensait Antoine, ignoré, perdu, je tremble pourtant de cette ardeur sacrée que donne l'éclat de l'or et du laurier, la folie d'être le premier et l'unique, d'être celui pour lequel s'établit soudain une paix inaccoutumée, une vassalité totale et rigoureuse m'enivre et m'attendrit comme la volupté, et il me faut voir jouir ainsi ce faible César qui ne pâlit même pas de plaisir. Il a ce que nul ne peut avoir, une telle gloire que l'honneur de mon pays est intéressé à ce qu'aucun promeneur ne se trouve sur le passage de ces lents chevaux lustrés. Il ne faut pas qu'il voie les hommes autrement que dans des conditions et des positions qui le dégoûtent de ces timides créatures. Hélas, soupirait Antoine Arnauld, ils sont les êtres du monde qui ont le moins de génie, le moins d'ivresse et de sensibilité, et ce qui se presse autour d'eux, ce qui les entoure et baise l'ombre de leur voiture, ce qui s'écrase contre leur frêle poitrine bariolée, c'est de l'amour. Et l'amour des mâles, plus enivrant que les pleurs des femmes passionnées. Être le groupe et l'unité, la nation et le maître de la nation, être celui en qui est incluse la sainte beauté de son siècle, la découverte du chimiste,
le chant du poète et du musicien, être celui dont on pourrait dire « il a Beethoven, il a Byron ou Raphaël ». Ah, puissance que j'exècre et que j'adore, que je repousse et dont je suis insatiable, ne vous connaîtrais-je point un instant, et, ivre de domination, ne sentirais-je pas s'abattre et se pâmer la Marseillaise sur mon cœur? Chapitre 6. Empli de ces sentiments, pressé par quelques amis, encouragé par Martin Lenôtre, Antoine Arnauld entra dans la vie politique. Ce qu'il avait cherché, c'était l'emploi, le placement universel de son génie. Sa révolte, sa logique passionnée, sa force d'humanité sèche et ardente, sa susceptibilité et sa dignité de plébéien si délicates qu'elles étaient en lui deux cibles toujours découvertes, et qu'on le voyait dans la discussion pâlir par amour de soi-même, le guidèrent vers un groupe républicain. Violent, audacieux, il eut une action soudaine et vive, la collaboration principale d'un journal. Il s'amusait des fureurs conservatrices. « Vous désorganisez la société, lui criait-on. « Ah, répondait-il, j'organise. Où mettez-vous la société? J'en vois une dans les salons, j'en vois aussi dans les usines. Cette société a soif, a faim, veut son élan et son repos, et, pendant les diphtéries, sauver, elle aussi, ses enfants. » Il connut l'éblouissement, l'ivresse de sa propre parole, il connut l'amertume des soirs grossiers, le repoussant succès du camarade qui, sans talent et sans délicatesse, plaît également, le dégoût de tomber, après les acclamations de la salle, dans la vie tiède et insignifiante de la rue. Il connut la tristesse de regarder et d'écouter les hommes, de regarder sa vie et de se dire « c'est ma jeunesse, et elle passe ainsi ». Le succès des livres qu'il écrivit, qui le rendirent célèbre et cher à tous les jeunes gens, haussait son exigence et le jetait dans de nouveaux mécontentements. La vue de la nature lui rendait répugnantes ses besognes électorales. À l'ombre d'un tilleul et dans le silence de la prairie, il méprisait les figures humaines, l'activité bruyante et hargneuse, les revendications du besoin populaire. Comme je goûte l'été et les routes, pensait-il, je les aime comme peut les aimer à 5 heures du matin la mûre bleue, quand elle s'éveille entre des feuilles, des gouttes d'eau, l'herbe fraîche, un bruit de source, un cri d'oiseau et le bonheur du mois de juin. Les femmes lui semblaient chétives. Il les prenait et les quittait. Aucune ne retenait longtemps son imagination. Il lui eût fallu celle pour qui le roi David commit un crime funeste. De jour en jour, il sentait sa force et sa faveur s'accroître, mais ses chances l'isolaient. Un soir, alangui chez son ami Martin Lenôtre, il répondait à la bonté, au paisible entrain de son compagnon par un regard qui semblait dire « Nous ne pouvons plus nous comprendre ». Écrivain, orateur, député, il s'étonna de voir que 2 années, 3 années s'étaient écoulées sans qu'il eût perçu nettement le goût du temps et de la vie. La 4e année, confiant en son autorité, il mit moins de scrupules à ses occupations et sortit davantage, fréquenta les salons qui étaient curieux de lui. Il reçut des invitations qui lui donnaient du plaisir et de la colère, car il sentait qu'en goûtant la fierté de se rendre dans ces milieux délicats,
il perdait la fierté qu'il eût eue à n'y point aller. Des aristocrates, soucieux de belles lettres, vantaient sa littérature et blâmaient sa politique avec une grâce et des conseils paternels. Les femmes de cette société le regardaient avec amusement, attendaient de lui des discours pédants qui leur remplaceraient un cours au Collège de France et leur semblaient la conversation naturelle de ce jeune homme. Elles le considéraient comme un causeur très supérieur à leurs frères et à leurs maris, mais ne le pensaient point capable de fumer comme eux, de se lever, de s'asseoir, de se vêtir et d'aimer comme eux. Antoine Arnauld sentait leur réticence, il voyait que le vif accueil qui lui était fait, la ronde aimable, qui se pressait autour de lui, s'évanouissait à la minute du repas, quand l'hôtesse, redevenue grave et soigneuse, assignait à chacun sa place à table, et qu'Antoine Arnauld, sans titre ni noblesse, se trouvait passer après quelques vicomtes dont la physionomie neutre et légère lui devenait soudain odieuse et provocante, comme le canon royal du Louvre. Mais il jugeait ces jeunes femmes, et s'il leur trouvait de la délicatesse et de l'aisance, il les voyait aussi trop frêles d'âme, petit bouquet qui va se faner vite dans les plus piètres cérémonies. Pourtant, par une curieuse contradiction, il se sentait plus d'intérêt pour celles précisément dont l'entourage lui causait davantage d'irritation. Française, mariée à un gentilhomme italien, cette jeune femme, âgée de 29 ans, passait quelques mois en France et habitait l'Italie. Elle portait visiblement le double orgueil d'une naissance et d'un mariage illustre. Quoique sans culture, frivole, simple, elle apparaissait beaucoup plus intelligente que son mari, dont le calme, sec et fourbe visage aiguisait un regard mince et cruel et qui, à Paris, où Antoine Arnauld le rencontrait, gardait le silence d'un étranger dédaigneux et ennuyé. Offensé par cette figure, Antoine se dictait de ne point adresser la parole au comte et de le mépriser dans son âme. Mais, immédiatement, il lui venait à l'esprit tous les avantages qui restaient à ce gentilhomme, et dont le premier était qu'Antoine Arnauld ne lui semblait pas de même qualité que lui. Ma réserve hostile, évidemment, lui paraît être de la timidité ou de la mauvaise éducation, pensait Antoine. On ne peut arracher à ces nobles leur affreux et durable privilège. Le présent et l'avenir ne les effraient point. Ils ont le passé dont ils sont sûrs. On les voit ruinés ou obligés à d'obscurs maniements d'argent qui ne perdent pas leur hauteur. L'honneur, l'audace, le courage, ils nous en dispenseraient. Ils croient en avoir fait leur métier. Ils nous laissent le nôtre, qui de toute façon leur semble bas et pusillanime. Dans ce duel délicat, ils pensent « C'est nous qui tenons le plus fortement l'épée, l'arme aimable et noble, et quand eux aussi sauraient la tenir, voyez, comme leur main est lourde et mal gantée, comme ils ne rient point, comme ils sont sérieux, comme ils n'ont pas de légère insolence, de facile folie à mourir. Oui, songeait Antoine Arnauld, ils doivent penser cela, ces êtres sans culture, sans amour, sans passion, sans philosophie. Ils ont cette fierté d'être irritables, de flatter le danger comme un cheval de sang vif, et c'est leur seule ivresse dans la vie morne et aplanie. Quand, pendant 40 années,
Ils ont habité leur château, visité leur ville et leur campagne, rencontrant toujours à leur côté, empressés, glacés, soumis, leurs valets. Ils peuvent s'offrir l'aventure de quitter cette rude discipline, de mourir en s'amusant. Ah, soupirait Antoine, qu'ils aient la grandeur sans le mérite, qu'ils soient les plus fiers de naissance, que ce soit eux, et pas moi. C'est ainsi qu'il détestait une société dans laquelle il se plaisait. Chez cette comtesse Alby, après le dîner, lorsque le comte se retirait au fumoir avec les autres hommes, il restait auprès des jeunes femmes, et déjà le dégoût qu'il avait de fumer lui semblait une infériorité, dont devaient rire là-bas dans l'atmosphère lourde et brûlante ces flâneurs d'antique race. La comtesse Alby et ses amis s'approchaient alors avec gentillesse d'Antoine Arnauld. Elle semblait ignorer sa carrière politique, dont elle le supposait d'ailleurs confus, mais quelques-unes d'entre elles avaient lu ses livres et pensaient les aimer. Elle les aimait avec une aimable sottise. La comtesse Alby, plus douce que ses invités, sérieuse et sage, expliquait timidement la tendresse que lui inspirait la littérature de son pays, les romans français, les descriptions de sa Touraine natale. Et Antoine Arnauld regardait avec une droite audace cette Française qu'on lui avait prise pour la mettre en Italie, chez le dur seigneur. Française, éloignée de lui, il est vrai, puisqu'elle avait été une petite fille aristocrate qui n'aurait point joué avec lui, mais il lui semblait, malgré son ignorance, son embarras intellectuel, plus attachante que les autres jeunes bavardes, étant sans patrie naturelle et dominée par l'étranger, bien qu'il n'eût pour elle d'autres sentiments qu'un extrême respect, une déférence spontanée, dont il se sentait parfois humilié. Il s'amusait à la regarder soigneusement, blessé et satisfait de porter un jugement sur une si délicate et noble personne. Et, sentant comme elle était grave et distante, et combien inconsciemment il la craignait, il se plaisait, tandis qu'elle lui parlait de la campagne française, à imaginer qu'il pourrait lui dire brusquement « Je te rendrai ton pays ». Ainsi se trouvait-il moins contraint ensuite en présence du comte Alby. Pourtant, un jour qu'il avait rendu visite dans la journée à la comtesse, il n'avait point trouvé chez elle la confiance qui l'attendait d'un entretien si ménagé. Elle était demeurée comme il la connaissait, attentive et gracieuse. Il sentait bien que si, pour tenter l'expérience, il lui avait dit qu'il l'aimait, elle aurait eu un visage qui ne peut comprendre, qui ne croit pas avoir bien entendu. Elle eût eu brusquement cette sévère attitude, cette juste et parfaite froideur que probablement ses aïeux lui fourniraient. Antoine Arnauld se vengeait. Ces jeunes femmes, pensait-il, sont faibles d'ardeur et de corps. Elles seraient de grêles maîtresses, sans enthousiasme et sans emportement. Elles font bien de nous éviter ces déceptions. Bien qu'il n'eût plus envie de continuer des relations où il perdait de son caractère, il résolut pourtant de passer quelque temps à Venise, où la comtesse Alby possédait un palais qu'elle venait d'aller rejoindre. « Je ne connais pas Venise, songeait Antoine Arnauld, et je prévois que j'en ferai quelques cantiques brûlants, c'est pourquoi je me résigne à un importun voisinage. » Vers le milieu de mai, il quitta Paris, sa table de travail en désordre, son siège fastidieux au Palais Bourbon, son ami Martin Lenôtre, dont il méprisait maintenant le doux éblouissement scientifique, et, ivre de liberté, de plaisir, il s'en fut en Italie. Après la France lumineuse et boisée, il vit venir
l'ardente Italie, sa vibration de soleil et d'azur, qui fait dans l'air un chant d'opéra, ses toits plats, ses collines en pente qui portent des citrons et des rosiers jusqu'à la mer. Ah, s'écria Antoine, douce Europe, que n'êtes-vous la nymphe Europe, afin que je vous étreigne et vous garde contre mon cœur. Sur le quai de la gare de Padoue, il reconnut cette odeur de bouquet, d'air léger, de plaisir, dont sourit toute la claire Ausonie. Le soir, vers 7 heures, il arriva à Venise. Antoine Arnauld n'avait point pensé qu'un tel choc l'amollirait quand, au sortir de la gare, il demeura immobile, étourdi, arrêté comme d'une flèche qui, lui perçant le cœur, le clouait sur l'air doux de Venise. Miracle, enchantante douleur, elle venait vers lui comme une figure, comme un destin, comme un amour qu'on ne peut plus éviter, ville plus basse que les autres, où l'on descend à jamais. Perle mourante, ajoutée au continent, elle est toute seule, et son air enfermé ne s'égare point ailleurs. En face du dôme vert, des maisons hautes et baignées sous le limpide silence, Antoine Arnauld contemplait cette ville qui lui semblait être seulement dans son imagination. Il ne s'inquiétait de rien. Il ne songeait pas à se mouvoir. Il pensait « Je suis ici où tout finit, l'effort, le but, l'ambition. Il n'y a plus que la volupté. Point de hâte et d'ingéniosité, les lentes gondoles suffisent. Ces lits vont doucement vers d'autres lits, de l'eau à la demeure, le désir se déroule et traîne. Ici l'amour et là l'amour. Nulle autre besogne, le gondolier le sait. Pour lui, domestique souple et polissé du plaisir, il n'y a point des hommes et des femmes. Il y a l'homme et la femme, couchés l'un à l'autre sur les divans noirs du tendre bateau. Embarrassées, mal faites pour servir aux bagages, les gondoles s'approchaient du quai. Antoine Arnauld en choisit une. Sur l'eau dolente, il parcourut la ville. Son enthousiasme lui perçait le cœur. Il regardait passer les autres gondoles, carnaval noir, sombres sirènes qui portent devant elles leurs beaux peignes d'argent. Hélas, songeait-il, tout dans cette ville coulante et molle est également voluptueux. Il n'y a pas un moindre objet, tout ondule et fait défaillir. J'ai vu des rideaux jaunes derrière une tête de jeune femme dans une fenêtre léthargique. Je vois une ville qui se caresse et se mord jusqu'à ce qu'on ait avec elle la même crispation, le même délire, la même dionysiaque ardeur. Comment rester ici, où le cœur en quelques minutes augmente ses battements sans que la raison s'égare? Soupirait Antoine. Déjà, je meurs de volupté, et de volupté indéfinie, car c'est la ville qui fait le sortilège. Dès ce soir-là, comme il se penchait à la terrasse de l'hôtel, il put connaître le cri de Venise, que Venise tourmente. Sur le grand canal, devant Saint-Georges majeur, dans la nuit obscure, éclairée par les nuées compactes et roses des feux de Bengale, qui faisaient des vapeurs pâmées, on voyait bouger 100 gondoles rapprochées, pressées, tissées. Leurs corps noirs sur l'eau avaient ce mystérieux mouvement vivant qui semblait à Antoine Arnauld secrètement voluptueux et l'oppressait jusqu'à pleurer. L'eau et la barque, de quel plaisir ondulent-elles et frissonnent-elles ensemble. Et voici qu'arrive un radeau lumineux, pavoisé de lampions verts, rouges, blancs. Un faible orchestre y retentit. Toutes les gondoles se rangent autour de cette barque et font sur les flots du canal une petite place publique, dense, noire et flottante. Des chants s'élèvent,
violon grêle, tambourin, voix pathétique, voix qui demande l'eau brûlante pour la soif amoureuse, l'ardeur cruelle pour le cruel désir. Et Antoine Arnauld s'enfuit dans sa chambre. Il veut s'assourdir, s'endormir, disparaître. Mais toute la nuit il entend ce cri terrible, cette requête à la force mâle, cet appel réitéré qui pourvoit à l'insatiable sensualité de Venise. Chapitre 7. Le lendemain, au lever du soleil, la ville lui sembla plus douce. Dieu merci, elle se calme le matin, songea-t-il. Pourtant, le poison demeurait dans ses veines. Il ne se hâtait pas de rechercher la comtesse Alby. C'est trop peu, soupirait-il. Des conversations, le soin de plaire moralement ne me conviennent pas, et, quant à la passion, je n'en saurais offrir d'assez pur à cette jeune dame bien élevée. Les petites Vénitiennes rousses qui passaient, dans leurs jolis châles noirs fermés, lui semblaient davantage plaisantes. Il les voyait glisser sur les dalles claires et unies des rues délicieuses, rues qui semblent toujours être la cour intérieure d'un calme et divin palais, les doux couloirs familiers où l'on marcherait sans vêtements et sans chaussures. Entre les clairs magasins où luise l'humide corail et la pâte de turquoise, la rue argentée se chauffe au soleil, et les Vénitiennes sont là, qui flânent, dans leur deuil fin et secret. Antoine Arnauld, sur la place Saint-Marc, encore une fois, est de beauté enivré. Assis aux arcades du café Florian, il boit lentement le noir breuvage vénitien. Il contemple cette place Saint-Marc, la molle église orientale, et, ouvert sous le ciel, l'immense carré de pierre, immobile victoire. 1000 pigeons sur les dalles lisses et chaudes de la place roucoulent, font un tapis de plumes, de soupirs et d'amour. « Donna Marie !» s'écrie Antoine Arnauld en pensant à la comtesse Alby qu'il ira voir dans la journée. « Vous vivez ici, et votre cœur reste chaste. Je vous méprise et je vous plains. » Dans la journée, il se fait conduire au palais de la comtesse, ce palais si beau sur les eaux du canal, avec ses belles vitres, éclairées, semble-t-il, d'un noir soleil intérieur, porte aimablement sur son marbre orgueilleux le printemps vivant, un léger feuillage, la fraîche humidité des salles, leur grave silence, les tentures rouges et jaunes, toute l'ancienne pompe vénitienne émeuvent Antoine Arnauld. Et voici la jeune femme qui se lève et sourit, aimable et secrète, comme elle était déjà. Il lui parle de sa ville, d'une manière dont elle se divertit d'abord, car elle trouve Antoine exagéré. Et puis elle l'écoute parce qu'elle pense que ce qu'il dit est précieux comme ses livres. Le comte entre et vient prendre le thé. Une jeune femme française qui a auprès de la comtesse l'emploi de lectrice, de dame de compagnie, apporte des fleurs qu'elle dispose dans des vases de cuivre. On annonce la visite du descendant d'un doge. Antoine Arnauld s'ennuie, se retire. Voilà, pense-t-il, ce qu'elles font de cette ville énamourée. Un mari, le thé, des vases de fleurs, la visite d'un vieux gentilhomme. Ces innocentes aristocrates ne méritent pas la peine qu'on prend de les venir voir. Ah, combien je leur préfère George Sand, infidèle, qui, dans cette ville pressante, pensait sans doute « J'aime moi-même et mon plaisir ». Antoine quitta l'hôtel où il était descendu et loua un petit appartement fondamenta Bragadin. Il se mit à travailler. Il ne se peut pas, songeait-il, que cette Venise, éprise des jeunes hommes, qui enivra Lord Byron, qui versa Tristan à Wagner, et qui,
sans même être connu de lui, porta bonheur à Shakespeare, ne s'émeuvent, une fois encore, sous un effort passionné. Et, en quelques jours, Antoine Arnauld vit s'augmenter le poème violent et noir qu'il dédiait à cette ville. Il vécut de la vie provinciale de Venise. À midi et le soir, il s'asseyait à la terrasse des cafés, abrité par des toiles contre le vif soleil argent. Offensé de se sentir inconnu dans l'endroit du monde où il eût préféré régner, il regardait pourtant avec une douce pitié s'asseoir aux petites tables près de lui les jeunes artistes vénitiens, qui vont vivre et vieillir là, être faibles et studieux, qu'écrase la beauté de leur ville. Leur chance d'être nés sous un azur qu'on ne peut décrire, qui les use et les roule doucement, et près de l'or de Saint-Marc. Mais par instants, il lui semblait que la chaude énergie française, l'action nombreuse et les succès dans son pays ne valaient pas la volupté d'être une poussière dans cette lumière. Et, s'adressant au beau lion de Saint-Marc arrêté sur la haute colonne rose, il lui disait « Lion, qu'as-tu besoin de tes ailes ? Tu te moques de l'espace et d'un plus lointain Orient, citoyen de Venise. » À l'aube claire, dans une gondole mouvante, il flânait sur les lagunes et regardait, posées au loin sur l'eau, les Alpes, d'un bleu pur de porcelaine, légère, fragile, sonore, semblait-il, qui tinterait si on les touchait. Au coucher du soleil, les mâts roses des bateaux de la Giudecca, les vertiges d'un horizon somptueux, l'enivraient. Des cloches, en son limpide et fêlé, coulaient sur l'eau. Et, sous le ciel soulevé, les coupoles rondes des églises se dessinaient, avec une pureté émouvante. Cette netteté d'un beau visage, du visage des enfants de 8 ans, quand la ligne du menton et des joues est si éclatante et si douce. Au moment de ces crépuscules, alanguis dans la ronde embarcation où la sensuelle mollesse des coussins fait songer aux divans profonds comme des tombeaux, il éprouvait ce chaud, ce froid, ces malaises, cet incertain et déchirant bonheur dont s'irrite à Venise l'imagination, le sang, les nerfs et la peau. Et, gorgé de tristes délices au point qu'il en pensait mourir, le jeune homme s'étonnait d'écouter dans sa mémoire les faibles, les frivoles vers de Musset, à Saint-Blaise, à la Zuecca, dans les prés fleuris, cueillir la verveine. Parfois encore il rêvait au milieu des ténèbres, goûtant l'odeur de l'eau, de l'algue et du goudron, respirant la nuit qui, là-bas, est juvénile, belle comme un matin noir. La fierté que lui donnait maintenant son œuvre et la familiarité qu'il prenait avec Venise modifiaient ses désirs. Il quitta la solitude, revit la comtesse Albi. Il n'avait pas d'amour pour elle, mais un respectueux désir de s'employer auprès d'elle, un goût délicat de la servir ou de l'offenser. Il supportait mal la présence du comte, et les brusques apparitions de mademoiselle Émilie Tournay, la confidente, l'amie de la comtesse, une jeune Française qu'il jugeait audacieuse et vulgaire. Mais il voyait Donna Marie plus librement qu'il ne l'avait espéré. Le comte s'ennuyait à Venise, secret et sournois il s'absentait fréquemment, allait à Florence, à Rome, et bientôt, assuré de la facilité de la voir souvent, Antoine n'eut plus qu'à chercher le moyen d'attirer dans ses bras cette jeune femme mélancolique et dévouée, dont le beau visage innocent ne se tenait si droit que par éducation et par orgueil. Il chercha longtemps ce moyen, il s'empressait à tout, il ramassait le petit mouchoir tombé, offrait un livre frivole et sensuel, ne parlait pas et tout d'un coup parlait beaucoup,
semblait triste ou simulait l'indifférence. La comtesse accueillait ces changements avec douceur et amabilité. Antoine Arnauld s'irritait de sentir qu'il lui apportait de l'amusement sans rien retirer d'elle. Ce n'est pas cela qu'il avait voulu. On le volait. Il tenta les visites, ensemble, elle et lui, le matin, dans les musées. Donna Marie, sagement curieuse, était prête à l'heure indiquée et sérieuse, reconnaissante, suivait son professeur. Il lui fit connaître ce que, vivant à Venise, elle ignorait. Il lui montrait, avec une richesse de paroles qui leur prêtait l'ardeur et le mouvement, les belles fresques de Tiepolo dans le palais Labia, docile. Elle prenait avec lui sa place dans cet embarquement de Cléopâtre et soutenait de tout son cœur la reine d'Égypte, princesse civilisée, qui fait gonfler autour d'elle sa robe d'argent cassé. Ils s'attardèrent dans la Ca d'Oro, à regarder l'eau et l'air, s'encadrer dans les colonnes. Il lui fit remarquer les précieuses mosaïques de l'escalier, différentes à chaque degré, et qu'on perçoit en marchant, comme le petit pied nu de la chèvre connaît le grain et les dessins du sable. Devant le Saint-Sébastien de Mantegna, dans cette maison d'or, ils contemplèrent la tête pâmée de douleur, la bouche qui grince et sourit, tandis que les longues flèches font, dans le corps admirable, un dur lacet intérieur. Voyez-vous, disait Antoine Arnauld à voix basse, avec une politesse triste, cette expression du visage, cette convulsion extasiée, c'est la volupté? Ayant hésité, elle répondait oui, pensant qu'il l'instruisait sur la peinture et qu'il n'en fallait point paraître troublé. Il la conduisit dans Saint-Marc. Oubliant sa compagne, il s'émerveillait chaque fois de l'or de ce temple, de cet or arrondi et creusé, de ces alvéoles d'or, de l'or ineffable. Voici, pensait-il, la cassette et les bijoux de Jéhovah. Si ce n'eût été un songe, le jour de ses noces spirituelles, Jésus vous eût mis Saint-Marc dans la belle corbeille de sa fiancée Catherine. Et Donna Marie, attentive, levait doucement la tête ou regardait par terre les petits carrés de marbre, étirés, lâches, desserrés, comme des petits tapis persans. Antoine Arnauld, désespéré par le calme de la comtesse, se mit à l'aimer, à se tourmenter, à souffrir pour elle, à se demander s'il ne tenterait pas un suicide pour l'émouvoir ou l'intéresser. Il prenait aussi la résolution de n'y plus penser, et il l'observait si bien qu'il ne répondit point par 2 fois aux invitations qu'elle lui adressa. Aussi fut-il contrarié de la rencontrer un soir qui dînait avec quelques amis dans un café où il avait ses habitudes. Il fallut causer, et dans la soirée les convives se rendant au théâtre, et la comtesse se trouvant fatiguée, Antoine Arnauld dut se proposer pour la reconduire chez elle en gondole. C'était la première fois que, la nuit, il se trouvait si près, enfoncé dans les bas coussins noirs.